Alter Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse. Allez, faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse. Allez, faites un don pour Alter Radio. Branchez-vous sur Alter Presse, alterpresse.org et faites un don. Merci, merci pour l'appui citoyen. Merci, merci de votre soutien. Maurice Lemoine, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du média Élucide. Alors, vous êtes journaliste, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique et collaborateur actuellement au site Mémoire des luttes. Vous êtes un spécialiste reconnu de l'Amérique latine et vos travaux portent principalement sur les mouvements sociaux, sur les tentatives de déstabilisation politique et les enjeux géopolitiques de la région, avec un focus marqué sur Venezuela et Cuba. Ça tombe bien vu l'actualité. Vous êtes aussi l'auteur du livre « Les enfants cachés » du général Pinochet, qui revient sur l'histoire du continent. Et donc évidemment, vu l'actualité, vu ce qui s'est passé dans la nuit du 3 janvier, l'administration de Trump a en effet décidé de bombarder le Venezuela après quelques semaines de tensions, déjà d'interventions militaires, de menaces sérieuses sur le gouvernement. Est-ce que cette attaque vous a surpris et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors je me demande pourquoi vous me posez la question, parce que depuis dimanche, j'entends la réponse quasiment partout, depuis les chaînes de service public jusqu'aux médias Bolloré. L'histoire, elle est simple. Trump a lancé une opération sur le Venezuela qui, du point de vue de la légalité internationale, pose un certain nombre de problèmes qu'on peut critiquer, qu'on peut condamner, faudrait voir. Mais d'une certaine manière, c'est pas parce qu'on critique l'opération de Trump qu'il faut défendre Maduro. Parce que, comme j'ai entendu ce matin sur France Inter, cette ordure de Maduro était un dictateur. Donc voilà. En gros, c'est la version qu'on entend depuis dimanche. Il se trouve que si je suis chez vous plutôt qu'à France Info, c'est parce que j'ai une version un tout petit peu différente et qu'elle a du mal à se faire entendre. Donc je vous remercie de me donner la parole. Justement, on va développer ça parce qu'en effet, c'est pas des choses qu'on entend dans des médias qui sont devenus complètement unanimes sur le traitement de ce qu'on même plus appeler de l'information. Pour commencer, j'ai envie de vous demander comment est-ce que les États-Unis ont réussi à capturer le président Maduro aussi rapidement et aussi facilement, d'après vous ? Alors, sur une opération de ce type, ils ont évidemment, par rapport à l'ensemble d'ailleurs des nations de la planète, une supériorité militaire. Ils savent faire. Ils ont déjà fait. On est quasiment certain qu'ils ont bénéficié de renseignements d'une trahison on sait pas encore qui, et donc ils ont réussi une opération ponctuelle. Pour autant, ça ne veut pas dire que cette opération est pliée, dans la mesure où ils ne se sont pas aventurés, et je pense qu'ils ne s'aventureront pas, mais l'avenir le dira, à une opération dans laquelle des troupes états-uniennes resteraient sur le territoire vénézuélien. Donc là, d'après Trump, c'est un beau coup.
C'est spectaculaire. Ça a fait des victimes, hein, contrairement à ce qu'on a pensé au début. Ça a fait environ 80 victimes, dont 32 Cubains qui défendaient Maduro, dont une cinquantaine de militaires. Il y a également, on le sait maintenant, des blessés dans les troupes américaines qui sont intervenues, qui sont maintenant au Texas. Et donc, ponctuellement, oui, c'est une réussite. Ça ne résout strictement aucun problème. Et pourquoi ils n'ont pas, d'après vous, cherché à aller plus loin, à envoyer plus de troupes, à vraiment envahir le pays ? Alors là, le problème est différent. Je veux dire, le Venezuela, c'est un pays dans lequel il y a ce qu'on oublie. Il y a une partie de la population qui soutient le gouvernement de Nicolás Maduro. On est en Amérique latine, on est dans une région du monde où le Venezuela a 2300 km de frontière avec la Colombie, dans lequel il y a encore des guérillas. Il y a une culture rebelle des Vénézuéliens, et les Vénézuéliens l'ont annoncé. Si jamais les États-Unis mettent des boys sur le territoire, c'est une guerre populaire prolongée. Hein, le gouvernement vénézuélien a organisé ce qu'on appelle les milices bolivariennes. Alors, évidemment, quand on parle de milices, ça fait hérisser les poils sur les bras. C'est pas les milices de l'époque de la collaboration en France. Les milices au Venezuela, ça remonte à l'histoire de Bolivar. Hein, Bolivar était dans las milicias bolivarianas. Mais vous avez entre 2 millions, 3 millions de Vénézuéliens, de gens, j'allais dire, comme vous, comme moi, qui s'entraînent régulièrement pour défendre la patrie. Hein, parce que ce pays, il faut le rappeler, il est agressé depuis le début de l'arrivée au pouvoir de Chavez. Hein. Là, on parle du kidnapping de Nicolás Maduro, mais je veux dire, Chavez arrive au pouvoir en 1999, et en 2002, il y a déjà un coup d'État. On est dans la même histoire. Hein. 2002, ça a échoué parce que Hugo Chavez a été séquestré, mais est resté au Venezuela, donc il a pu être libéré par un mouvement populaire et l'armée. Là, il se trouve que Maduro était extradé aux États-Unis, donc ça va être plus compliqué. Alors, on va continuer de débunker un peu tout ce qu'on a entendu depuis samedi dernier. Qu'est-ce que vous pensez de la justification, en tout cas d'une des justifications, parce que quand même il en donne d'autres beaucoup plus concrètes, dont on parlera après, Trump. Justification de Trump sur le fait que Maduro serait le chef d'un trafic de drogue, que le Venezuela serait un narco-État. Etc. Donc cet aspect de drogue qui a été mis en avant pour justifier l'intervention. Vous me donnez 20 minutes pour aborder ce thème. Un petit peu moins, mais on va quand même développer parce que c'est important. Bon, alors, premier point. Le Venezuela est un pays qui est situé entre le premier pays producteur de cocaïne, qui est la Colombie, et le premier pays consommateur de cocaïne, qui est les États-Unis. Trump, si vous me permettez, je veux dire dans son délire, parce que je le pense réellement, mais il n'y a pas que moi qui pense ça, y compris des gens qui n'aiment pas Maduro, a décidé que Nicolás Maduro était le chef d'un cartel de narcotrafiquants qui s'appelle le Cartel des Soleils, et d'une bande de narcotrafiquants également qui s'appelle El Tren de Aragua, le train d'Aragua. Alors très très vite, parce qu'on n'a pas 2 heures d'émission. Le Cartel des Soleils n'existe pas. Le Cartel des Soleils n'existe pas. Le Cartel des Soleils, c'est une histoire qui est née en 1993 au Venezuela, avant l'arrivée au pouvoir de Chavez, quand on a trouvé 2 généraux de l'armée vénézuélienne avec les mains dans la cocaïne. Il se trouve que les généraux au Venezuela ont des soleils sur les épaulettes. Et donc un journaliste a trouvé, c'était une belle idée, le Cartel des Soleils. Et puis chaque fois qu'on a trouvé un militaire impliqué dans une histoire ça a été le Cartel des Soleils. Mais ça a été instrumentalisé à partir du moment où Chavez est arrivé au pouvoir, et on avait à l'époque fait de Chavez le patron du Cartel des Soleils. Il se trouve que si vous prenez les rapports, je vais prendre de l'organisme le plus compétent sans doute de l'ONU sur les drogues, le Cartel des Soleils n'existe pas. Si vous prenez Il se trouve que le New York Times, ce matin, a dit en effet qu'a priori, les États-Unis reconnaissaient depuis aujourd'hui que ça n'existait pas. Oui, non, mais bien sûr. Il n'y avait pas la semaine dernière. Mais vous êtes le premier que j'entends le dire aujourd'hui. Ouais. Hein, alors que la presse américaine est quand même parfois beaucoup plus pointue que la presse française. C'est pas très difficile. Faut avouer non, d'accord, vous êtes plus méchant que moi. El Tren de Aragua, le train d'Aragua, c'est pareil. C'est une bande qui a réellement existé au Venezuela, qui a été démantelée
qui avait pris, par exemple, un phénomène classique en Amérique latine, le contrôle d'une prison, Tocorón, et qui a été complètement démantelé. Mais il se trouve que dans la vague migratoire qui a quitté le Venezuela, non pas à cause de la gestion désastreuse de Maduro, mais à cause des sanctions américaines, un certain nombre de délinquants sont partis et ont essaimé un peu partout. Et Trump a dit ils sont partis pour envahir les États-Unis et détruire les États-Unis de l'intérieur. Bon. Tout ça, alors, il y a un organisme aux États-Unis qui s'appelle Conseil national du renseignement, qui a sorti un rapport là en début 2025 qui met en cause, et alors c'est 18 agences des États-Unis sur la sécurité et le renseignement, dont la CIA, la NSA, etc., et qui disent le train d'Aragua, il n'existe pas, il n'est pas là pour... bon. Pour ça, c'est le premier aspect de la question. Donc ça, c'est les délires, honnêtement, vraiment, de Trump. Si on prend plus techniquement, dans tous les rapports, je dis bien tous les rapports, et l'ONU, et c'est des rapports publics, 80% de la cocaïne qui sort de Colombie sort par la côte pacifique. 8 à 9% sortent par l'Amérique centrale, et environ 5% par le Venezuela. Donc, il y a de la drogue qui transite par le Venezuela, mais installer une flotte monstrueuse face au Venezuela pour lutter contre le narcotrafic, c'est une escroquerie. Et tout le monde, enfin, tous les spécialistes le savent. Et le Venezuela ne produit pas de drogue, ne produit pas de cocaïne? Non. C'est juste un pays de transit, en fait. Là encore, et c'est pas une opinion personnelle, je m'appuie sur les rapports spécialisés, il n'y a pas de production de cocaïne, de coca au Venezuela. La coca, elle est produite en Colombie, elle est produite au Pérou, elle est produite en Bolivie. Et d'ailleurs, ça elle est produite en Colombie, c'est parce que il y a quelques décennies, les États-Unis l'ont éradiquée du Pérou. Et donc, elle a été rapatriée en Colombie. Mais donc, dans la longue chaîne du narcotrafic, le Venezuela a un rôle tout à fait limité. Après, évidemment, comme il y a quand même 5% qui transitent par le Venezuela, vous avez un certain nombre de gens qui collaborent un peu, des officiers qui regardent ailleurs quand ça passe. Oui, bien sûr, il y a ça. Mais c'est 5%. Mais on a vu aussi, déjà depuis quelques mois, des images horribles où les Américains font exploser des bateaux la nuit qui, prétendument, parce que ces petits bateaux qui sont censés amener de la drogue aux États-Unis, ça semble difficile vu la distance. Mais vous avez pensé quoi? En tout cas, c'est des meurtres comme ça. Il y en a eu des dizaines de morts déjà. Ce sont des assassinats. C'est une image ahurissante, entre parenthèses. Vous avez une flotte. Alors, la flotte qui a été installée en face des côtes du Venezuela pour lutter contre le narcotrafic. Vous avez 6 ou 7 destroyers. Vous avez le plus gros porte-avions, le porte-avions le plus moderne de l'armée des États-Unis, qui est le Gerald Ford. Vous avez, qui ont été stationnés à Porto Rico, des dizaines d'avions de chasse. Et tout ça pour taper sur des embarcations, en général de nuit. Il y a eu une trentaine d'embarcations détruites. On est à plus de 100 morts, qui sont des exécutions extrajudiciaires. Quand vous luttez contre le narcotrafic, vous arrêtez les narcotrafiquants. Vous faites une enquête pour savoir d'où ça vient, où ça va, quels sont les complices. Là, c'est des assassinats purs et simples. Les bateaux sont coulés, donc on ne sait même pas si c'est des embarcations qui contiennent de la cocaïne. Donc on est... Alors là, y compris quand même à l'ONU, le rapporteur des droits de l'homme, a dit... il a dit très diplomatiquement, c'est des assassinats sélectifs. Alors ça a commencé quand même à poser problème. Et ça a aussi posé problème, peut-être qu'on en parlera plus tard, c'est que dans les victimes, qu'on présentait comme des Vénézuéliens, il y a des ressortissants de Trinidad et Tobago, il y a des Colombiens, ce qui a mis très en colère le président colombien Gustavo Petro, et ça a été aussi le début de son affrontement avec Trump. Mais il y a eu, alors je ne sais plus quel média qui a fait son boulot, qui est allé sur la côte vénézuélienne pour retrouver des familles de gens qui sont morts, et effectivement, c'est des petits trafiquants. Des gens de la famille d'une des victimes a dit oui, pour $500, il transportait de la cocaïne jusqu'à Trinidad et Tobago, et voilà. Donc effectivement. Après, en ce moment, le gros problème des États-Unis avec la drogue, c'est même pas la cocaïne, c'est le fentanyl. Le fentanyl, ça passe par la Chine, ça passe par le Mexique, ça n'a rien à voir avec le Venezuela. Je trouve intéressant justement de voir des images qui montrent
un passage dans la barbarie pure, en fait, des assassinats comme ça, sans enquête, sans rien, qui n'émeuvent personne, où on n'a pas de grandes déclarations en disant qu'il faut quand même plutôt juger les gens plutôt que les assassiner. Et dernier point pour clore ce sujet de trafic, c'est donc l'argument officiel principal de Trump, au moins dans le premier temps, alors que Trump a gracié l'ancien président du Honduras qui était condamné aux États-Unis pour trafic de drogue. Comment vous voyez ça ? Enfin, ça semble assez dingue. Je sens que vous êtes malicieux. Non, c'est un scandale. C'est un scandale, tout le monde le sait. Alors, Juan Orlando Hernández a gouverné pendant 8 ans le Honduras, après le coup d'État qui a renversé Manuel Zelaya en 2009. De notoriété publique, pardon. Tout le monde savait qu'il était lié au narcotrafic. Alors, ce n'est pas lui-même un narcotrafiquant, mais il organisait les choses pour que ça passe par le Honduras. Il a été, moi j'ai publié un article sur Mémoire des luttes dont on parlait tout à l'heure. J'ai des photos dans l'article que j'ai publié où il est en compagnie de Marco Rubio, le secrétaire d'État, où il était avec les patrons de la DEA. Bon, pendant 8 ans, parce que sur le sol du Honduras, il contenait les forces progressistes, il a été l'allié des États-Unis. Et puis, il s'est avéré que lorsqu'est arrivé Joe Biden au pouvoir, il a été tout de suite attaqué par Trump sur le thème de l'immigration, et Biden s'est dit, sur le thème de l'immigration, si on ne stabilise pas les pays d'Amérique centrale, ça va continuer. Et donc, il a donné l'ordre, Biden, à la droite hondurienne de ne pas trafiquer les élections. Et donc c'est la gauche qui l'a remporté. Et à ce moment-là, les États-Unis se sont souvenus que Juan Orlando Hernández était un narcotrafiquant, et donc ils ont demandé son extradition, et ils l'ont condamné à 45 ans de prison. Et c'est lui que Trump, au nom de la lutte contre le narcotrafic, vient de faire libérer, en même temps qu'il fait kidnapper Nicolás Maduro, qui, lui, je le dis, en tant qu'observateur, pas en tant que partisan de Maduro, je ne sais pas quoi, qui n'a rien à voir avec le trafic de drogue. Oui, il a libéré une place, peut-être qu'il va aller dans la cellule, comme ça, c'est peut-être la surtout pression carcérale. Non, mais tout à fait, si on le présente d'une manière humoristique, oui. Alors, plus concrètement et plus sérieusement, j'allais dire, qu'est-ce que cherchent les États-Unis avec cette intervention, d'après vous ? Trump l'a dit. Alors, il a un avantage sur Barack Obama, sur Biden, c'est que lui, au moins, il dit les choses. Hein. Parce qu'il faut rappeler quand même, parce que Trump, c'est le méchant, même chez nous maintenant. Hein, il commence à poser problème à tout le monde. Mais le décret qui a été signé faisant du Venezuela une menace exceptionnelle et extraordinaire pour la sécurité nationale des États-Unis a été signé en mars 2015 par Barack Obama. Et c'est le début de l'opération qui va déboucher sur ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Trump l'a dit, alors je ne vais pas vous donner la date, je ne l'ai pas de mémoire, mais il l'a dit. Il a dit il y a, je ne sais pas, il y a un mois, les Vénézuéliens nous ont volé notre pétrole, nous ont volé nos terres, nous ont volé nos terres rares, ils doivent les rendre immédiatement. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une opération mafieuse. Alors on peut appeler opération coloniale, on peut appeler opération mafieuse, c'est-à-dire qu'on est face à une mafia qui est en train de s'emparer d'un territoire parce qu'il veut s'emparer des richesses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça s'inscrit dans une stratégie plus large sur l'Amérique latine, d'abord pour montrer, la puissance des États-Unis, et dans une stratégie consistant à évacuer de l'Amérique latine la Chine, la Russie, l'Iran éventuellement quand elle y est, pour réellement s'emparer des richesses de toute l'Amérique latine. C'est ça, hein. Il l'a dit. Évidemment, les réactions ont été aussi politiques. Les réactions en Occident n'ont pas été piquées des hannetons. Quelques exemples avec le dirigeant anglais qui refuse de dire que les États-Unis avaient violé le droit international. Ensuite, le dirigeant allemand qui explique que la qualification juridique de l'intervention américaine est complexe. Alors, c'est compliqué quand même ce qui s'est passé. Ils doivent manquer de spécialistes de droit international, peut-être en Allemagne, ce qui peut expliquer quelques problèmes par le passé.
L'Union européenne, ensuite, avec von der Leyen, qui dit simplement qu'elle suit de très près la situation au Venezuela. Voilà. Évidemment, elle rappelle que par ailleurs, Maduro était aussi pas reconnu par l'Union européenne. Madame Kallas, qui dirige, on ne sait pas assez, la diplomatie européenne, explique aussi que l'UE suit de très près la situation au Venezuela, donc est très très suivi le Venezuela, mais pas de condamnation de Trump. Et pour finir, l'Italie, où Giorgia Meloni explique qu'elle suit l'évolution de la situation. Donc beaucoup de personnes suivent le Venezuela a priori, et que évidemment elle considère légitime une intervention défensive contre les attaques hybrides de la sécurité américaine contre du trafic de drogue. Donc comme quoi quand même l'humour italien restera quand même peut-être la palme qui sera intéressante. Qu'est-ce que vous avez pensé de toutes ces réactions internationales ? D'abord qu'elles sont sur la même ligne que Milei en Argentine, que Benjamin Netanyahou en Israël. Vous savez qu'on n'en a pas parlé, mais la Commission européenne, qui est toujours à côté de ses pompes, si je peux me permettre, elle vient de pondre un communiqué disant qu'il fallait impérativement que Maria Corina Machado participe à la transition. Alors déjà, ils n'ont pas compris Trump. Bon. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Maria Corina Machado, dans sa lutte contre la dictature de Maduro, le parti de Maria Corina, Vente Venezuela, a passé un accord de coopération avec le Likoud de Benjamin Netanyahou. Oui, mais il y a un accord signé, on a tout. Donc, si vous voulez, de Meloni à Milei et à Netanyahou, et à l'impératrice von der Leyen, on est dans la même ligne. Et c'est quoi la ligne ? On suit les États-Unis, parce que c'est ça. On a suivi les États-Unis sur l'affaire Guaido, on suit les États-Unis sur cette affaire. Je veux dire, franchement, s'il n'y avait pas le Groenland, cool, tranquille. C'est abouti, il fout le Groenland dans la balance. Alors, cela étant, attendez, moi je suis pas sûr qu'on va créer une deuxième coalition des volontaires pour défendre le Groenland. Hein. Parce qu'après tout, Trump pourrait très bien dire, mais de toute façon, il n'y a pas de président élu au Danemark, parce que c'est un roi, il a été élu par personne. Et on peut s'amuser. C'est une colonie. Oui, on peut s'amuser. Par contre, dans le reste du monde, les réactions n'ont pas été quand même de cet ordre-là. Ah non, mais là, mais attendez, là. Parce qu'il y a le reste du monde, là, vous parlez il y a la communauté internationale et puis il y a le reste du monde quand même. Non, si vous parlez du reste du monde, ça n'a aucune importance. Je veux dire, non, mais avec 7 milliards, oui, ok, d'accord, mais c'est des machins là qui les Chinois demandent la libération de Maduro, les Russes ont réagi. Alors des fois on dit oui, mais les Russes, d'accord, mais non, ils vont pas venir faire la guerre aux États-Unis en mer des Caraïbes. Bon, point, évidemment. Bon. La dernière fois, ça s'est pas bien passé. On a failli éradiquer quand même l'espèce humaine en 62. Si on pouvait pas recommencer tout de suite, ouais, ça serait bien. Bon, Lula, le Brésil, Gustavo Petro qui est menacé maintenant. Et vous voyez les réactions. Je veux dire, Gustavo Petro, ça a été... Alors, ça n'a pas été... C'est pas un ancien guérilleros du M19, qui était une guérilla plus ou moins social-démocrate en Colombie. Donc, il n'a pas été combattant, il n'a jamais tiré un coup de fusil, mais c'était un intellectuel du M19. Il y a Gustavo Petro qui ne se caractérise même pas comme un homme de gauche, en réalité. Lui, ce qu'il a dit en arrivant au pouvoir il y a 4 ans, c'est il faut ramener la Colombie au XXIe siècle et à un système démocratique. Pas de gauche. Bon, il parle aujourd'hui de reprendre les armes. Mais vous voyez le bazar que Trump est en train de mettre dans cette région. Oui, mais il y a quand même une réaction qu'on a vraiment entendue sur la planète pour une fois. C'est quand même Emmanuel Macron qui a su se distinguer après des heures et des heures d'attente et de silence en nous expliquant que le peuple vénézuélien était débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro, qui a porté une atteinte grave à son peuple, qui ne condamne pas les États-Unis, qui parle du président Urrutia, élu en 2024. Mais la France reste évidemment mobilisée et vigilante. Il faut savoir que du coup, ce tweet, Macron l'a fait aussi en anglais et Trump a retweeté sur son réseau. C'est le seul dirigeant occidental quand même qui a été retweeté par Trump. Et le Venezuela, d'ailleurs, le gouvernement du Venezuela a d'ailleurs protesté évidemment contre mais là quand même, je trouve profondément injuste parce que bon, faut le dire, on est entre nous. Macron s'est fait engueuler par tout le monde, par la gauche, ça a fait un scandale, même la gauche modérée. Et y compris dans son propre camp. Et donc, Macron, il faut lui rendre cet hommage. Il a publié un deuxième communiqué dans lequel il dit quand même, tout ça, c'est pas très bien, mais comme il est prudent, il n'a pas nommé les États-Unis.
hein, et il a fait vraiment le programme minimum. Alors Macron, Un point de gifle, il se remet généralement assez vite. Macron, dans le bon bain. comme ça, je réagis en 3 étapes. Première étape, le gouvernement des États-Unis élit Juan Guaidó président de la République du Venezuela. Emmanuel Macron reconnaît immédiatement Juan Guaidó comme président légitime du Venezuela. Et puis Biden dit finalement c'est pas la bonne stratégie, et à un moment il commence à dire bon, on va voir, on va chercher autre chose. Et Emmanuel Macron croise Nicolas Maduro. C'était un sommet sur le climat, je crois que c'était en Arabie Saoudite, et Emmanuel Macron, puisque les États-Unis l'ont permis, se précipite vers Maduro, on lui serre la main, lui disant « Présidente, comment ça va ? Appelez-moi, il faut qu'on se parle, et blablabla. » Et puis Trump séquestre Nicolas Maduro, et Emmanuel Macron appuie Donald Trump. Bon, ben voilà, c'est un petit peu triste, quoi. Pour nous, hein, pas pour Macron. Mais ça montre aussi le degré de soumission dans lequel on est arrivé. Et j'attends avec curiosité la création de la coalition des volontaires pour défendre le Groenland. Non, mais parce que là, enfin, je rigole même pas. Hein, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qu'on voit dans la politique de Trump, c'est peut-être une sorte de retour à une doctrine Monroe, qui est plus qu'assumée, puisqu'il la réclame. Il appelle ça d'ailleurs la doctrine Donroe, Donald et Monroe, doctrine Monroe. Peut-on rappeler ce que c'est ? En tout cas, ça montre que, en tout cas, ça proclame que l'Amérique latine serait quasi semi-propriété du gouvernement américain. Ici, on a fait une petite carte où on voit en rouge tous les pays où il y a eu des interventions militaires des États-Unis. En orange, ceux où les États-Unis ont soutenu des coups d'État militaires, généralement pour chasser des gouvernements de gauche élus. En jaune, les interventions indirectes avec les pressions politiques, les sanctions. Et en vert, quelques pays, il n'y a pas eu d'intervention, souvent parce que ce sont des pays qui dépendent de pays occidentaux. Donc, oui, qu'est-ce que vous pensez de ce retour finalement? Le retour, enfin, est-il vraiment partie aussi de l'impérialisme américain ? C'est comme ça qu'on analyse ce qui se passe. La première chose que je pense, c'est qu'en réalité, il manque un certain nombre de choses, les coups d'État modernes. C'est-à-dire 2002, tentative de coup d'État contre Hugo Chavez, appuyé par les États-Unis. 2004, Jean-Bertrand Aristide en Haïti, qui a renversé avec l'appui des États-Unis et de la France, entre parenthèses. Bon, passons. Vous avez ensuite, en 2008, en 2009, le renversement de Manuel Zelaya au Honduras, avec l'appui de Hillary Clinton et des États-Unis sous Barack Obama. Vous avez en 2008 tentative de renversement d'Evo Morales en Bolivie, qui échoue. Qui échoue parce que Hugo Chavez, Lula, viennent de créer l'UNASUR, qui vire les États-Unis et qui gère elle-même la crise régionale. Vous avez 2010, une tentative de coup d'État contre Rafael Correa en Équateur. Vous avez 2014, coup d'État réussi contre Fernando Lugo au Paraguay. Ils sont là, hein, oui, tout à fait. Comment ça, ils sont là ? Non, je ne les ai pas affichés. J'ai mis les interventions militaires sur la carte, mais sinon, orange, tout ce que vous citez, voilà. C'est les interventions orange. Donc voilà, donc en fait, la doctrine de Monroe, elle a toujours été en œuvre. Maintenant, effectivement, la différence, c'est la doctrine Donroe. Donc, ça correspond par rapport à la doctrine de Monroe, au corollaire de Roosevelt, qui faisait des États-Unis, qui donnait aux États-Unis la possibilité d'intervenir en cas où un gouvernement latino-américain ne respecterait pas le cadre démocratique. Vous savez que, on ne l'a pas dit tout à l'heure, je reviens sur des choses importantes. Vous l'avez dit, vous, Trump n'a pas respecté la Constitution américaine puisqu'il n'a pas consulté le Congrès. Comment est-ce qu'il a fait pour tourner la difficulté ? C'est qu'il n'a pas déclaré la guerre au Venezuela. Il a déclaré Nicolas Maduro chef d'un cartel de drogue. Et pour arrêter, et ça a été dit par Marco Rubio après la séquestration de Nicolas Maduro, c'est une opération de police. C'est la police des États-Unis qui est intervenue, aidée par l'armée. Bon. Alors ben là, ça c'est la doctrine de Donroe, c'est-à-dire on joue. Mais c'est vraiment la doctrine Monroe portée à ces extrêmes, parce que ça n'a jamais été aussi brutal quand même. Hein. Maurice Lemoine, journaliste, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique.
et collaborateur actuellement au site Mémoire des luttes. Un spécialiste reconnu de l'Amérique latine, principalement sur les mouvements sociaux, sur les tentatives de déstabilisation politique et les enjeux géopolitiques de la région, avec un focus marqué sur Venezuela et Cuba.